Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable. On est très heureux de vous retrouver après la pause estivale pour vous parler des enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Et aujourd'hui, au sommaire, dans notre dossier du mois, nous allons nous intéresser à l'économie circulaire et à la valorisation des sous-produits de l'agriculture, notamment le petit lait. On aura aussi un focus sur le blé. Et puis, dans notre rubrique fact-checking, on va s'intéresser au lien entre légumineuses et changement climatique. Et puis en toute fin d'émission, une fois n'est pas coutume, nous aurons le plaisir d'accueillir sur ce plateau une autrice de bande dessinée. Voilà donc pour le sommaire, il est temps maintenant d'aller à la rencontre de nos invités du jour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente sans plus attendre Jean-François Thuillard. Vous êtes le président du Grand Conseil vaudois et maître agriculteur. Bonjour. Bonjour. À vos côtés aujourd'hui, Jacques Demière, gérant IP Suisse Romandie et directeur de la fromagerie Le Grand Pré. Bienvenue. Bonjour. Et puis Christian Eberhardt, qu'on ne présente plus, adjoint de direction chez Prométer. Bonjour Christian. Bonjour Mélanie. Alors on parle aujourd'hui d'économie circulaire, un sujet qui est devenu très tendance. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que finalement l'agriculture, c'est pas la personnalisation même de l'économie circulaire? Je commence par vous, Jean-François. Très volontiers, oui, je pense que cette économie circulaire existe depuis la nuit des temps, donc depuis que l'être humain ou l'homme existe, bien avant que ce terme soit inventé. À la mode. À la mode, voilà, c'est un terme qui est très à la mode, comme vous le dites très bien. De tout temps, l'agriculteur, dès qu'il produisait des produits alimentaires pour se consommer, les sous-produits étaient utilisés de différentes manières, soit pour les animaux, soit pour se loger. Les sous-produits, c'est les déchets de la production alimentaire, pour qu'on soit bien clair. En partie. En partie. Il y a aussi les sous-produits, le reste, si on va parler du blé, du blé, il y a de la paille qui est un sous-produit, mais qui est utilisé aussi soit pour nourrir les sols, soit pour faire du humus, soit pour des litières, puis qui retournent, et puis différents moyens. C'est utilisé en construction aussi actuellement, c'est utilisé de différentes manières, donc aussi, ça fait aussi partie des sous-produits, donc, alors que l'humain ne consomme que le grain, donc, mais pas le reste, et le reste. Il y a différents canaux d'utilisation possible. Complètement, oui. Votre point de vue, Jacques, sur cette économie circulaire, ou en tout cas sur cette manière d'appeler les choses aujourd'hui? Alors, comme l'a bien dit Jean-François, je veux dire que l'économie circulaire, effectivement, nous accompagne dans nos filières au quotidien, dans la valorisation des sous-produits, de certains composantes qui sont intégrées en fait dans les alimentations animales. On parle du son, on parle du petit lait, on parle de drèche de brasserie, etc. Donc c'est vrai que c'est une composante importante qui s'inscrit dans cette économie circulaire et puis dans une agriculture en fait durable en soi. Et puis comme tu l'as bien dit, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, ça vous semble assez normal et naturel, j'ai l'impression en vous écoutant. Effectivement, c'est une intégration logique des choses, en fait, sur une exploitation. Christian ? L'agriculture est une économie circulaire par nature. Elle tire le CO2 de l'atmosphère, restitue de l'oxygène, elle nourrit le sol par les déchets des plantes qui permettent d'alimenter ces mêmes plantes. Les aliments qui sont produits génèrent aussi, au travers de l'alimentation, des déchets qui sont recyclés, je dirais, dans une multitude de cycles qui constituent l'agriculture. Il y a le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, il y a le cycle de l'eau. Quelque part, on est finalement dans
dans un circuit permanent dans l'agriculture. Ce qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire est un peu à la marge je dirais, du recyclage que l'agriculture pratique de manière constante. En fait, il y a beaucoup d'exemples. Vous venez d'en citer quelques-uns. C'est simplement qu'on n'est peut-être pas toujours conscient. Alors, moi, je dirais que s'il fallait résumer ça en quelques mots, je dirais rien ne se perd. C'est sans doute ce qui pourrait résumer le mieux le principe de l'économie circulaire. Et vous allez voir qu'il s'applique parfaitement dans le domaine de l'agriculture. Les déchets végétaux sont valorisés en sous-produits, notamment pour nourrir les animaux, comme vous l'avez dit, Jacques. Alors, comment ça marche? Voici les explications. Un sous-produit est un produit qui est inévitablement créé lors de la fabrication d'un aliment. C'est un déchet pour l'industrie agroalimentaire. On peut donner l'exemple de, par exemple, la fabrication des frites. Les patates, il faut les peler avant de pouvoir fabriquer des frites et puis des rösti et puis de la purée de pommes de terre. Et puis pour l'industrie de la patate, ces pelures, c'est pas valorisable, donc c'est clairement un déchet pour eux. Et ça, c'est un sous-produit qui va ensuite être potentiellement utilisé par l'alimentation animale, et spécialement le porc. Le porc est un omnivore comme l'être humain, donc il peut valoriser la plupart des déchets de l'industrie agroalimentaire, comme le pain, la pâte, les biscuits, aussi le chocolat, et puis aussi les sous-produits de l'industrie laitière, comme le fromage. Il faut savoir que la Suisse, qui est un pays de fromage, quand on produit du gruyère, il y a 10% d'un litre de lait qui sert à produire le gruyère, mais il y a 90% c'est du déchet, c'est le petit lait. Et le porc est un très bon animal pour valoriser ce déchet de l'industrie fromagère. La raison pour laquelle un engraisseur va utiliser des sous-produits, elle est très claire, elle est très simple, c'est que ça lui permet de limiter ses coûts d'alimentation. Donc c'est premièrement une raison économique. La deuxième raison est évidemment écologique. On va valoriser des déchets de l'industrie agroalimentaire au lieu de les jeter. Les alternatives d'élimination sont soit plus énergivores, soit plus coûteuses, et au final ont un moins bon bilan carbone, donc une moins bonne empreinte écologique. La troisième raison, elle est évidemment éthique, parce que c'est un peu scandaleux de jeter de la nourriture au lieu de la valoriser par l'intermédiaire de l'alimentation animale. C'est seulement dans des pays riches qu'on peut se permettre ce genre de pratique. Dans les pays défavorisés, tout est utilisé, tout est recyclé, rien n'est jeté. En réduisant ce gaspillage alimentaire, parallèlement, on améliore l'image de la production de viande en Suisse. Et finalement, c'est génial parce qu'à partir d'un déchet, on a réussi à produire un aliment de haute valeur nutritionnelle pour l'humain. Vous l'avez dit, rien ne se perd et vous êtes très au fait, vous qui êtes à la tête d'une fromagerie, vous récupérez, on imagine, régulièrement ce petit lait que vous utilisez à bon escient. Et on l'a bien compris dans le sujet, c'est un problème de riches, en fait. C'est un problème de riches, peut-être pas, mais c'est une intégration en fait, logique dans les filières alimentaires. Alors, en l'occurrence, pour notre fromagerie de Moudon, on intègre le petit lait dans les filières d'alimentation porcine, qui permet justement d'intégrer cette matière en fait, à forte valeur nutritionnelle aussi dans l'alimentation porcine. Et puis, on a même des réflexions d'intégration de ce type de produits dans à d'autres fins en fait, alimentaires, l'alimentation humaine. On est alors, aussi, quelles sont ces autres fins? En cours de recherche et développement, je dirais, sur des produits à forte valeur protéique, destinés à l'alimentation humaine, aussi destinés à combler peut-être certains manquements dans la notre ration quotidienne pour un certain public cible, si on parle des seniors avec la sarcopénie, etc. Donc c'est aussi un devoir qu'on a d'étudier ces pistes. Et puis en parallèle, le petit lait, c'est de l'eau, surtout 92% d'eau, environ 8% d'ingrédients, enfin de valeur nutritionnelle. Et puis l'eau, ça peut aussi faire l'objet d'une production énergétique.
Donc voilà, c'est d'essayer d'être dynamique et de rester dynamique en fait, dans la valorisation de ces sous-produits de nos filières standards et habituelles. Donc il y a vraiment une histoire de complémentarité finalement entre l'élevage et la production végétale, ce qu'on a très bien vu dans le sujet, mais est-ce qu'on avait un petit peu perdu ça ces dernières années? Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-François? Je ne crois pas qu'on l'a perdu, parce qu'en tant que professionnel, en tant qu'agriculteur, on a toujours... on n'a jamais, rien ne se perd, comme vous l'avez très bien dit, on a toujours utilisé nos sous-produits d'une façon ou d'une autre. Donc, si on n'a pas de bétail sur l'exploitation, on trouve une solution avec des collègues exploitants qui ont du bétail pour valoriser ces sous-produits. Et vraiment, au dernier extrême, on le composte, on le met sur le tas de fumier, mais c'est vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, mais j'aimerais revenir sur, aussi, si vous permettez, sur rien ne se sert. C'est vrai que rien ne se perd, pardon. Tout sert et rien ne se perd, pardon. C'est vrai qu'au niveau des consommateurs, c'est vrai qu'on entend des chiffres de ce qu'on produit, le 30% passe à la poubelle. Quand moi j'entends ce chiffre, je l'ai pas vérifié. Ça vous fait bondir? Ça me fait un peu bondir. C'est certainement la réalité, mais je pense qu'il y a une partie du consommateur, il fait ça parce qu'il n'a souvent pas d'autres solutions. Donc c'est aussi aux collectivités. Donc je me mets en cause aussi, où on n'a pas organisé le recyclage et le ramassage assez bien pour ramasser ces restes alimentaires qui finissent malheureusement dans des sacs poubelles pour être incinérés. Parce que 30% c'est élevé. C'est énorme, c'est énorme. Moi, ça me fait peur quand j'entends ces chiffres. Et si tout finit dans des sacs poubelles, bon, on le contrôle dans les usines d'incinération, donc il y a trop d'eau dans les sacs poubelles pour que ça fonctionne comme il faut. Donc il faut utiliser de la chaleur pour brûler ces déchets, pour faire de l'énergie. Donc il y a quelque chose d'aberrant et ça coûte très cher. Donc, mais c'est nous, collectivités, qu'on doit mettre en place. Mais c'est souvent des petits volumes par famille ou par consommateur, c'est ça qui pose problème. Et puis on sait bien, dès qu'on a un bidon avec des déchets alimentaires sur son balcon ou dans son jardin, ça sent très vite mauvais et puis on aime bien se débarrasser rapidement, c'est humain. Donc, on a les moucherons, les vers, les moucherons, voilà. tout ce qui va avec, tous les inconvénients. Et puis mettre dans le sac poubelle, c'est la solution de facilité, on le ferme, on le met dans le conteneur, puis il disparaît. Donc, et surtout pas le mettre dans les poubelles, parce qu'après, dans les toilettes, parce que ça crée vraiment d'autres problèmes. Non, on va éviter ça. Alors moi, je pense que là, maintenant, je vous propose de revenir au petit lait dont on parlait tout à l'heure, Jacques, et comme on l'a vu dans le sujet précédent, c'est l'un des sous-produits que l'on valorise le mieux. Il est issu de la production fromagère. C'est un aliment qui a une haute valeur nutritionnelle pour les porcs, notamment. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette valorisation? Exemple, à Villars-Burquin, avec le travail main dans la main d'un maître fromager et d'un exploitant agricole. Regardez. On est ici à la fromagerie de Villars-Burquin, dans le Nord vaudois. On a repris cette entreprise le 1er mai 2020 avec mon associé Gilles Mérat. On fait principalement du gruyère, des yogourts, des pâtes molles et un peu des spécialités locales. Pour faire le fromage, on va d'abord ramasser le lait chez les producteurs autour du village et au village. On le ramène chez nous. On va y ajouter des ferments lactiques qui servent à acidifier et conserver le fromage et donner du goût aussi. Ensuite, on va ajouter de la présure qui va servir à coaguler le lait. Ça va faire un peu comme un gros flan. Une fois qu'on a atteint cette texture, on va découper avec des couteaux cette masse pour séparer le fromage de l'eau du fromage qu'on appelle le petit lait. Ensuite, on va chauffer cette masse quand elle sera arrivée à ce qu'on cherche. On va chauffer cette masse. Une fois qu'elle sera chaude, on va la sortir, la mettre dans les moules. Les moules vont retenir le fromage, le petit lait va passer en dessous. Et on pourra ensuite presser les fromages pendant une nuit, les mettre après au sel pendant 24 heures. Et une fois que ça sera fait, ils vont venir dans la cave pour être affinés. Et ensuite, il sera prêt de manger. Alors lorsqu'on a fait le décaillage pour fabriquer le fromage, on a séparé le fromage du petit lait. Donc on a pris ce qu'on avait besoin pour faire du fromage, il reste ce petit lait. Le petit lait, on va le récupérer au moment du pressage, il va se séparer du fromage. On pourrait déjà le consommer maintenant, mais ce n'est pas dans nos habitudes alimentaires. Ça a plein de bienfaits pour la digestion et tout, mais c'est plus une spécialité alémanique que romande. Nous ici, le petit lait, on va en garder une petite partie pour faire nos ferments lactiques qu'on va utiliser le lendemain pour faire les fromages. Ensuite, on va le centrifuger parce qu'il reste du gras à l'intérieur. On va reprendre la crème du petit lait et cette crème nous permettra de faire du beurre de fromagerie.
Ensuite, tout le reste est destiné à l'alimentation porcine. Ça veut dire qu'on va le préparer pour les cochons. On va d'abord le concentrer, on va le passer à travers une machine qui va nous permettre de retirer l'eau, une partie de l'eau du petit lait. Cette eau, on va l'utiliser pour nettoyer les sols, les camions et tout ça. Ensuite, le petit lait concentré, on va l'acidifier pour qu'il soit plus digeste pour les cochons. On va y mettre pour ça de nouveau des ferments à l'intérieur pour l'acidifier. Et une fois que ça sera fait, on va le mettre dans le camion et puis on va le descendre à la porcherie. J'exploite la porcherie de Villars-Burquin qui a une capacité d'environ 1000 places et puis j'ai environ 3500 porcs qui passent chaque année ici. La porcherie a été construite dans les années 90. Elle appartient à la société de laiterie de Villars-Burquin et puis elle se situe à moins d'1 kilomètre de la société. Elle est là pour mettre en valeur le petit lait qui est un sous-produit de la fabrication du fromage et puis ce petit lait est une super source d'énergie pour les cochons. Un cochon, ça mange une soupe qui est principalement composée de petits laits, un mélange céréales, blé, maïs, orge. Et puis on y incorpore aussi un peu des minéraux et des vitamines pour bien subvenir à tous ses besoins. Le petit lait, c'est de la mise en valeur d'un sous-produit de fabrication du fromage. C'est quelque chose qui est à proximité de chez nous. D'un point de vue économique, ça reste une source d'énergie qui est peu coûteuse. Sinon, pour les contraintes, ça reste un produit frais. Et puis, il faut faire attention avec les bactéries qui pourraient se développer, car les cochons sont vite sensibles à ce genre de choses. Mais ça reste un produit qui est avantageux. Mes sous-produits, c'est le lisier. Et les producteurs de lait de la société viennent le rechercher chez moi en fonction de leur droit de production. Et ils fertilisent leurs champs afin de refaire de l'herbe pour alimenter leurs vaches qui font du lait et qui vont à la fromagerie. C'est vraiment un cercle vertueux, si on peut dire. L'agriculteur le dit dans le sujet, c'est vraiment un cercle vertueux. Un exemple qu'on aimerait pouvoir suivre dans bien des domaines. Est-ce que c'est duplicable facilement dans d'autres filières, Christian ? Alors non seulement c'est duplicable, mais c'est déjà existant dans d'autres filières. Si je prends l'exemple de la betterave, par exemple, on a une production de sucre, mais on a également une production de pulpe qui sert à l'alimentation du bétail. On a aussi la récupération de la chaux qui sert à amender les sols, donc pour améliorer leur fertilité. Donc on a ça dans différentes filières. Si on prend les oléagineux, la même chose. On presse des graines pour en sortir de l'huile, mais on a également des tourteaux qui servent à l'alimentation du bétail. Là, on est plus dans des coproduits que dans des sous-produits, parce qu'ils ont presque autant de valeur l'un que l'autre. Je dirais dans presque toutes les productions, on tente de récupérer en quelque sorte les sous-produits ou les coproduits qui n'ont pas directement une finalité d'alimentation humaine. Mais il y a là-dedans une contingence, double contingence économique, il faut que ça reste rentable, que ça reste faisable, et puis une contingence aussi légale, parce qu'il faut que l'utilisation de ces sous-produits n'entraîne pas d'effets négatifs au-delà des bénéfices qu'on en attend. Je prends par exemple le cas du recyclage des boues d'épuration qui était à l'époque très pratiqué et qui a dû être interdit parce que ça a amené des inconvénients au sol. Donc il y a des limites aussi au recyclage et c'est dans ce contexte-là que ça se développe ou que ça se développe moins. Alors vous venez de nous donner beaucoup d'exemples et pourtant on a quand même, je dirais, une problématique d'image où l'agriculture n'est pas toujours perçue de manière aussi vertueuse. On a tendance à penser qu'il y a du gaspillage dans l'agriculture. Le problème, il se situe où? Pourquoi est-ce qu'on a cette perception-là? Et est-ce qu'elle est justifiée, cette perception, Jean-François?
Bon, je ne pense pas qu'elle est justifiée. Vous parlez de gaspillage. Moi, je réfléchis un peu à l'intérieur de moi où je fais du gaspillage sur mon exploitation. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de faire du gaspillage. Évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'on le perçoit comme ça? C'est ça la question. Alors, en tant que non-agriculteur, le grand public. Où on fait du gaspillage. Je ne sais pas si on peut appeler ça gaspillage, mais des inconvénients. Moi, je fais toujours attention à ne pas emmener du fumier ou du purin le samedi, le dimanche, évidemment que non. Mais c'est vrai que ces inconvénients de nos structures de village qui ont évolué, comme beaucoup de nouveaux habitants, on est très peu d'agriculteurs par village ou par commune de ce qu'on voit en Suisse. Il y a une perception, les gens ont perdu cette notion, oui, on produit. Oui, on a du bétail, mais du bétail, il y a ce qu'on pourrait appeler des inconvénients pour ces nouveaux citadins, c'est qu'il faut qu'on épande du purin. Donc il y a les odeurs, c'est ça, voilà, les il y a les odeurs ouais. qui vont avec nos exploitations et nos productions. Alors moi, je n'appelle pas ça du gaspillage, le terme est peut-être mal choisi. C'est des inconvénients à nos exploitations par rapport à ces nouveaux habitants. Est-ce qu'il y a aussi une problématique de prise de conscience, peut-être, au niveau du grand public? Jacques, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait inciter plus à aller finalement voir comment ça se passe ou à comprendre comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des programmes qui doivent être mis en place? Alors effectivement, je pense que cette étiquette, elle est pas tout à fait juste en fait sur l'agriculture et puis la perception de l'agriculture au sein de la population. Je crois qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Puis on le voit, on l'a vu. Puis elle évolue, hein, elle change. Elle évolue effectivement. Et puis c'est vrai qu'en tant que consommateur, on est confronté chaque jour à un produit fini sans forcément avoir une conscience de tout ce qui est fait en amont. Et puis, c'est vrai que c'est un gros travail de communication, d'information aussi, pour intégrer, je dirais, toute cette perception qui est indirectement intégrée dans ces filières. Donc, effectivement, il y a un gros travail de communication qui peut être encore fait à l'avenir, mais je dirais que la perception globale de l'agriculture n'est pas si mauvaise que ça. Christian, en quelques mots? Moi, j'aurais juste à dire que le gaspillage alimentaire qui est évitable, parce qu'il y a celui qui est inévitable dans certaines conditions de production, il résulte surtout de la consommation et des exigences de la consommation. Donc c'est le client, en fait, qui est responsable. Le client qui n'achète pas un produit d'une certaine qualité, mais qui a quand même encore une certaine valeur, eh bien, il est aussi responsable, finalement, de ce fait-là. Un maraîcher qui ne peut pas vendre des salades, il va les laisser de son champ parce qu'il n'en a pas d'acheteurs. Et elles vont pourrir et c'est pas mieux. On est d'accord. Alors, on va enchaîner. On parle de filière. Eh bien, je vous propose maintenant de nous intéresser au blé, aussi considéré comme l'âme du paysan. Une céréale pas si simple à cultiver, vous allez le voir, car de nombreux paramètres doivent être réunis pour produire un produit de qualité. Mais encore une fois, lorsqu'on y parvient, c'est pour toute la chaîne agricole que le bénéfice et les bienfaits sont là. Alors, reportage à Malapalu, dans le canton de Vaud. Le blé, pour moi, c'est l'âme du paysan, c'est la culture par excellence. Une fois qu'on a passé au moulin et qu'on a produit de la farine, on nourrit la population et ça, c'est essentiel. L'exploitation familiale se situe à Malapalu sur la commune d'Asson. On exploite une 50aine d'hectares, on produit une 100aine de taureaux et on produit 15 hectares de blé panifiable. Avant de semer le blé, on choisit les variétés. Pour ce faire, on a un catalogue où il y a une 20aine de variétés sur ce catalogue et on va choisir la variété qui convient à notre exploitation en fonction de notre façon de travailler le sol. Pour semer le blé, alors l'automne, on a trois solutions. Soit on peut labourer le sol, c'est-à-dire on tourne la terre pour incorporer la matière qui est dessus. Soit on peut faire un semis qu'on appelle sous litière. On va uniquement gratter un tout petit peu la terre et incorporer la matière qui est restée sur le sol de la culture précédente. Ou alors on fait ce qu'on appelle un semi-direct. C'est une machine qui trace des lignes et on dépose la graine sans travailler le sol du tout. J'utilise la méthode entre guillemets conventionnelle. Ça veut dire qu'on a le droit de faire un herbicide, potentiellement un raccourcisseur et un fongicide en fonction si on découvre des maladies. Ceci afin d'utiliser au maximum le potentiel de la céréale.
Le semis s'effectue en général au mois d'octobre, mais on peut déborder sur novembre. Pour avoir un bel épi de blé, il faut avoir un lit de semences bien préparé, il faut des bonnes conditions, pas trop d'humidité. On peut aussi semer du blé de printemps si l'automne est trop compliqué. Et puis la date de récolte, ça oscille entre la mi-juillet et la fin juillet. Le blé est à maturité lorsque les épis font vraiment bien le crochet. C'est à ce moment qu'on fait intervenir les moissonneuses-batteuses. Généralement, il faut 2 à 3 jours après une pluie pour intervenir. Pourquoi les moissonneuses ne travaillent pas généralement avant 13-14 heures? Parce qu'avec la rosée et l'humidité de la nuit, la céréale n'est pas à 14,5% d'humidité et c'est ce qui est recherché. Après, on entame la fauche et si on n'est pas sûr de ce pourcentage d'humidité, on peut toujours aller faire un échantillon au centre collecteur et après, on continue la récolte. Le travail de la moissonneuse-batteuse, c'est de séparer le grain de la paille. Le grain, il sera livré au centre collecteur et la paille, elle sera utilisée comme litière pour les bovins, en fait pour les animaux, qui va se transformer en fumier et qui sera ensuite épandu dans les champs. Le grain est acheminé au centre collecteur. Vu que c'est un blé panifiable pour produire une qualité boulangère, il va subir de nombreux tests. Le premier test, c'est l'humidité. On ne doit pas le livrer à plus que 14,5 d'humidité, sinon il va falloir le sécher pour sa conservation. Le deuxième test, c'est le poids à l'hectolitre, ça veut dire c'est la densité du grain. Le troisième test, c'est le temps de chute. Le temps de chute, c'est ce qui va déterminer si le blé il est germé ou pas. Si ce blé il est germé, il ne peut plus être utilisé au niveau panifiable, ça veut dire qu'il va passer en fourragé pour l'alimentation du bétail. Et le quatrième test, c'est la charge, généralement entre 2 et 3% qu'on enlève au poids d'entrée. C'est les résidus de paille et les petits grains. Une fois les tests effectués, le grain est acheminé dans une des cellules du centre collecteur pour être commercialisé d'après sa qualité. La culture du blé n'est pas facile. Il faut que beaucoup d'éléments soient alignés, notamment la météo. Et mon but, c'est vraiment de produire une céréale de qualité pour que toute la chaîne en bénéficie. Jean-François, on entend dans le sujet, le blé, c'est l'âme du paysan. Vous qui en cultivez, du blé, on l'a compris, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est l'âme du paysan? Et si oui, pourquoi? Oui, mon collègue de Malapalus a très bien résumé en parlant d'âme. C'est vrai que c'est un moment fort, même qu'on a du bétail, qu'on a différentes choses, d'activités sur nos exploitations. Le moment des moissons, c'est un moment fort, c'est 10, 11 mois en terre, donc du semis jusqu'à la récolte, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis d'avoir ce grain doré en plein mois de juillet ou début août, comme je suis un peu plus en altitude, c'est un élément fort et d'aller livrer. Donc c'est vrai, c'est l'aboutissement, c'est 11 mois de travail pratiquement, donc c'est un aboutissement. Et c'est, je crois que en tout cas, en plaine, tous les agriculteurs ont une fierté d'aller livrer un char de blé. Donc, voilà. Alors, il y a un moment fort là. Âme-là dont on parle, comment elle se porte en Suisse? Comment elle se porte? Ouais. Je crois que ça va avec le métier. On fait une passion, notre métier, avec tous les ennuis qu'on a autour, toutes les pressions qu'on a au niveau politique, au niveau des votations, etc. On se bat pour une passion. Donc, la passion, l'âme va avec la passion. Christian, vous êtes d'accord? Oui, je crois que c'est un petit peu pour ça que les agriculteurs font un peu un monde à part. C'est qu'ils ont effectivement beaucoup plus de l'âme de ce qu'ils vivent malgré les difficultés que d'autres secteurs de la population. Et c'est aussi à ça qu'il faut peut-être prêter attention, c'est que cette âme ne soit pas suffisamment malmenée pour qu'elle perdure et qu'elle permette d'assurer
finalement la durabilité au sens général du terme de ce secteur et de cette population paysanne. Les menaces principales sur justement cette âme, sur cette production, c'est quoi? Alors les menaces, elles sont d'abord d'ordre économique, pour ce qui est du blé, puisqu'on a une part de la consommation de produits panifiables qui vient des importations et qui ne bénéficient pas en quelque sorte d'une protection à la frontière suffisante. Donc il y a une espèce de concurrence sur les prix. Donc cet aspect économique est fort. On a peut-être moins pour le blé que pour d'autres cultures aussi le fait de disposer de moins de possibilités de protection des cultures. Dans des années difficiles, ça peut aussi jouer un rôle. Ce n'est pas dans les céréales que c'est le plus critique, mais c'est aussi un élément à prendre en compte. Après, le pain, même pour la population, ça reste quelque chose de symboliquement fort. Donc, je dirais que c'est un atout quand même de l'agriculture de pouvoir produire du pain au pays, pour le pays. On parle aussi souvent du prix au croissant, pour donner un barème. Alors, sur un croissant vendu entre 1,70 franc et 2 francs à Lausanne, le pourcentage qui revient aux producteurs de blé, c'est lequel? Vous avez une réponse, Jean-François, vous savez plus ou moins? Voilà. Plus ou moins, on peut faire un rapide calcul. Je vous laisse faire. Un croissant 50 grammes, donc même je suis conscient qu'il y a d'autres éléments dans un croissant, il y a de l'eau, il peut y avoir du beurre pour le rendre un peu plus onctueux, etc. Mais si j'arrondis le chiffre, avec un kilo de blé ou un kilo de farine, pratiquement, vous faites 20 croissants. Donc, 1 kilo de blé, c'est 50 centimes au producteur. Je vous laisse faire la division. Donc, c'est à peu près 2 centimes et quelques qui reviennent aux producteurs. Ma petite histoire, j'ai souvent eu dit, même à mes collègues boulangers ou meuniers, enfin des amis que je côtoie, même si on donnait notre blé, ça ne changerait rien au prix du pain. Donc l'apport qui revient au producteur est tellement minime, elle se compte au centime, qu'on pourrait le donner, que ça ne changerait rien. Là, on parle vraiment de la juste rétribution du travail de l'agriculteur. Vous y êtes aussi confronté avec le fromage, avec le lait, évidemment. Vous avez cette même vision ? Alors oui, cette vision, elle est commune, en fait, de valoriser l'artisanat, le produit, en fait, sur le marché suisse, dans des conditions cadres aussi données qui doivent nous permettre, en fait, de valoriser le travail fait sur l'ensemble de la filière jusque chez le producteur, que ce soit dans les filières céréalières, végétales ou animales. Et puis c'est vrai que ça reste une préoccupation quand même constante de cette valorisation, de cette reconnaissance aussi, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Reconnaissance du travail, c'est ça. Du travail en soi. Alors je vous propose maintenant d'enchaîner, on va parler de légumineuses. Serait-elle l'arme secrète de l'agriculture face au changement climatique? C'est la question à laquelle on s'intéresse dans notre rubrique Fact-Checking. La légumineuse, arme secrète de l'agriculture face au changement climatique. C'est par ce titre qu'un article paru sur Suisse Info et repris par Le Courrier et La Liberté laisse penser que les légumineuses seraient la solution face aux défis environnementaux. Mais selon les propos de Stéphane Guizy, producteur de lentilles, la transition n'avance pas car les consommateurs restent attachés à leurs habitudes de consommation et les agriculteurs à leur façon actuelle de travailler. C'est une vision réductrice de tous les efforts qui sont fournis par une agriculture suisse en perpétuelle mutation. Chaque année, de nouvelles productions sont testées, comme le riz dans le Zélande, la culture des pastèques et des melons ou celle des noisettes du Piémont à Saint-Pré. Des exemples qui montrent que l'agriculture ne reste pas campée sur ses positions et sait se remettre en question pour évoluer à la demande et aux défis climatiques. C'est également une vision très réductrice des consommateurs dont les goûts ont beaucoup évolué. On l'observe dans les nouveaux plats qui ont fait leur apparition, comme les Pokéballs, ou les produits comme le quinoa qui se sont fait une vraie place sur le marché au cours des dernières années. Comme quoi, consommateurs et agriculteurs ne sont pas restés bloqués au XXe siècle, mais savent évoluer avec leur temps. Ce qui ressort de ce sujet finalement, c'est qu'il y a une évolution extrêmement rapide du monde paysan et pourtant il y a cette image quand même d'immobilisme qui reste là, quelque chose d'ancré, de conservateur. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça doit voler en éclats? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une fausse perception, Jacques? Je crois que c'est une fausse perception, en fait. Alors, des activités et puis de l'évolution du monde paysan. Et puis, c'est vrai que les protéagineux, c'en est un bel exemple où on s'investit. Avec l'organisation IP Suisse, c'est vrai qu'on a introduit le quinoa en Suisse en 2013.
Une production qui n'a pas évolué au niveau national ou en tout cas sur le territoire suisse de manière similaire à la demande, mais tout simplement dû à un fait qu'il n'y a pas de conditions au cadre fixées au niveau de la douane, donc ce qui veut dire qu'on est en concurrence directe avec une matière première importée, ce qui fait qu'un... Qui est moins cher que la production suisse. Un agriculteur, avec les conditions environnementales, écologiques, prescriptions qu'il doit respecter sur une exploitation, a de la peine à être concurrentiel en tant que tel dans ces filières-là. Cependant, on a mis en culture environ 400 hectares de légumineuses dans la région. Non loin d'ici, on a le centre de collecte et de transformation à Gruge-Marno. On y croit, on ne doit pas surestimer les capacités non plus de ces filières-là tant qu'il n'y a pas non plus une prise de conscience au niveau des conditions cadres. Oui, c'est toujours la même problématique. Il faut trouver le bon équilibre entre ce qui vient de l'extérieur et ce qu'on a ici chez nous et qu'on puisse le valoriser. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est pour terminer cette émission, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Corvon qui se présente elle-même, et je cite, comme photographe griffonneuse de mots et de papier, ainsi que gribouilleuse. Bonjour Marion, merci de venir nous trouver aujourd'hui pour dévoiler cet ouvrage que vous avez avec vous qui s'appelle Culture au pluriel, l'agriculture romande pour tous. C'est une BD didactique que vous avez écrite et que Oriane Masseret a illustrée pour le compte de Prométhère aux éditions Jobé-Truffert. Alors le but, dites-moi si je me trompe, expliquer les contraintes et les défis de la production alimentaire au XXIe siècle, ici dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Vaste entreprise, hein. Pas simple. Pas simple, mais en même temps, voilà, c'était aussi une volonté de s'adresser à un large public, pas uniquement les agriculteurs. Je pense que tout le monde a à apprendre sur l'agriculture, d'autant plus qu'on a ça dans notre assiette tous les jours. Bien sûr, c'est vrai, vous avez raison. Alors comment est-ce que ce projet est né et pourquoi vous avez décidé de sauter le pas et de vous lancer dans cette aventure ? Donc, comme vous l'avez très justement dit, c'est Prométhère qui a initié ce projet et puis qui a mis en place un concours, donc autant pour un poste d'illustratrice que d'autrice. Et puis, un comité de 20 personnes nous a donné la chance de créer ce projet. Et puis, je pense que moi, mon moteur, c'est d'exprimer ma fierté, ma reconnaissance auprès de toutes les personnes qui travaillent dans le métier de l'agriculture. Vous êtes impliqué directement puisque vous vivez avec un agriculteur. Exactement, oui. Est-ce que ça change la donne? Est-ce qu'on a une autre perception dans ce cas-là? Alors moi, je pense que l'agriculture, je la connais par procuration. Je l'écoute, je lui pose des questions. Et puis, je me rends bien compte que c'est aussi un métier qui nécessite beaucoup de flexibilité. Et puis surtout, comme vous l'aviez dit précédemment, beaucoup de passion. Beaucoup de passion, je pense que c'est le maître mot, c'est ce qui ressort tout de suite. Sur la présentation de l'ouvrage, il est écrit qu'il répond à toutes les questions que peuvent se poser les petits et les grands. Comment vous vous y êtes prise ? Alors, il y a 4 protagonistes dans la bande dessinée. Donc, il y a Pauline qui est l'agricultrice, et puis Olivier, le citadin, avec ses 2 jumeaux. Et puis, à travers leur aventure, ils passent dans plusieurs décors où le domaine de l'agriculture est présent. Ça peut être, par exemple, une journée portes ouvertes à la ferme ou une foire agricole. Et à travers ce voyage, vraiment, on évoque tous les sujets propres à l'agriculture. Alors, vous y parlez de climat, de biodiversité, de nouvelles technologies, de produits phytosanitaires. C'est pas nécessairement simple d'être accrocheur avec des thématiques comme ça. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on le voit dans l'actualité, dans les votations. Tout le monde doit être curieux et comme je l'ai dit précédemment, c'est le contenu de notre assiette. Donc pour moi, ça mérite vraiment qu'on s'attarde et puis qu'on prenne connaissance de cet ouvrage. Et puis il y avait aussi une volonté de traiter de l'agriculture d'une manière originale pour intéresser justement les consommateurs au monde agricole et à l'alimentation. C'était une nécessité de trouver justement un angle qui soit différent. Pour moi, la bande dessinée est aussi un support intelligent parce que ça touche toutes les générations. Là, on parle beaucoup de la jeunesse par le biais des réseaux sociaux. Mais ça, justement, c'est quelque chose de matériel qu'on peut avoir entre les mains. Et pour moi, c'est ça aussi qui est beau, c'est toucher un large public. Merci beaucoup Marion Corvon d'être venue nous trouver avec Culture, l'agriculture romande pour tous. C'est sorti en août 2024, j'imagine qu'on peut déjà le trouver.
Il sera disponible dans toutes les bonnes librairies dès le mois de septembre et puis sur le site de l'éditeur. Merci, merci, merci à vous et puis plein succès au livre. Et bien sûr, merci à vous, messieurs, d'avoir partagé vos points de vue et vos visions sur cette thématique de l'économie circulaire. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que vous en avez appris un peu plus aussi. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de la séquestration du carbone dans les sols agricoles et des solutions que l'agriculture peut apporter face au changement climatique. Je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau numéro d'Agriculture durable. Au revoir. Prométerre, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique, et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.